Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection internationale. Dirigée par Denis Rolland avec Joël Chassin, Françoise Dekowski et Marc Ledor. Cette collection a pour vocation de présenter les études les plus récentes sur les institutions, les politiques publiques et les forces politiques et culturelles à l'œuvre aujourd'hui. Au croisement des disciplines juridiques, des sciences politiques, des relations internationales, de l'histoire et de l'anthropologie, elle se propose, dans une perspective pluridisciplinaire, d'éclairer les enjeux de la scène mondiale et européenne. Série première synthèse Jeunes chercheurs, dernière parution. Louis Lebris, Le Western. Grandeur ou décadence d'un mythe, 2012. Marie Neyhauser, La défense des intérêts régionaux en Europe, 2011. Aurélien Liorca, La France face à la cocaïne. Dispositifs et actions extérieures, 2010. Guillaume Brognon, Géopolitique de l'Arctique nord-américain, enjeux et pouvoirs, 2011. Alicia Brun-Linerd, Constance de Pannes de BECHILLON, Albert Brun, un reporter insaisissable. Du Cuba libre d'Hemingway à la capture de Klaus Barbie. 40 ans d'AFP, 2010. Estelle Poitvin, L'Union européenne et la politique étrangère. Le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, moteur réel ou leadership par procuration, 1999 à 2009, 2010. Nami Diradza, l'ONU en Haïti depuis 2004-2010. Monsieur Aubin S. Lunet, Le dragon taïwanais, une chance pour les PME françaises. À Martine Pérez, Les étrangers en Espagne. À Serra, Jamaïque. La construction de l'identité noire depuis l'indépendance. Des Cizeron, les représentations du Brésil lors des expositions universelles. Gifford et Desroland dire, 1968 hors de France. À Purière, assistance et contrepartie. Actualité d'un débat ancien. Gébréguin, Syriens et Libanais d'Amérique du Sud, 1918 à 1945. À Bergeret-Cassagne, les bases américaines en France. Impact matériel et culturel, 1950 à 1967. C. Birban, militant de la paix et de la SDN. Les mouvements de soutien à la Société des Nations en France et au Royaume-Uni, 1918 à 1925. Peso Pilar, Jorge Ricardo Mazzetti. Un révolutionnaire guévarien et guévariste de 1958 à 1964. Et Gavalda, El Rouvin, La Chine face à la mondialisation. F. Lemoyle, La France et l'Italie dans les Balkans. J. Delabarre, Identité multiple en Europe. Le cas des luso-descendants en France. F. Chauvet, La politique culturelle française et la diplomatie de la langue. À Agendel, André Violis, Une femme grand reportée. Une écriture de l'événement. 1927 à 1939. Desroland, Monsieur Ridanti, Uruguay Bastos, Coord, L'intellectuel, l'État et la nation. Brésil, Amérique latine, Europe. Introduction. 1. Dans l'enseignement français, la lecture des œuvres est moins souvent obligatoire que dans les pays anglo-saxons. L'écriture philosophique est modelée par les longues années d'études et les divers exercices d'écriture propres à l'université française. Selon Marc Delaunay, en France, il est de bon ton de dire qu'on a lu des livres même si ce n'est pas le cas, et d'en parler toujours avec distance, c'est-à-dire d'un point de vue second. On est toujours d'une manière ou d'une autre dans la culture de salon, et non dans la culture des sources. Un professeur de philosophie prend souvent dans sa classe l'attitude de Socrate, du philosophe qui dialogue avec ses élèves, de celui qui parvient à faire accoucher la vérité par la force de son questionnement. Cette figure de Socrate est facile à adopter pour le professeur de lycée ou de faculté. L'oral dans l'enseignement et l'apprentissage a donc une place singulière dans la discipline philosophique. Pourtant, l'importance du livre dans les classes de philosophie est indéniable. Il est généralement admis que personne ne peut se satisfaire de la parole professorale pour aller plus avant dans ses pérégrinations philosophiques. En effet, la découverte des textes consacrés par l'université et l'enseignement philosophique traditionnel constitue un point d'ancrage pour l'étude de la philosophie. L'élève studieux acquiert souvent une bibliothèque proportionnelle à son investissement dans la matière. C'est alors que, possiblement,
il entre sur le marché de l'édition de la philosophie en tant que demandeur. Parce que si l'emprunt de livres est possible, l'étude et le travail d'annotation en requièrent parfois l'acquisition. Sociologiquement, certains livres sont en outre nécessaires à la présentation de soi à travers sa bibliothèque. Ce lecteur deviendra alors peut-être un jour un des auteurs, voire plus rarement, éditeur de ces mêmes livres de philosophie. D'où l'importance du lien que peuvent entretenir l'étude de la philosophie et les livres sur lesquels elle s'appuie. 2. Si la philosophie n'est pas la seule spécialité à créer un marché du livre conséquent, elle demeure une discipline du livre qui a besoin de lui pour se développer. On philosophe sur des concepts, mais aussi et surtout à partir des grands classiques de la littérature philosophique. Pour ce faire, les moyens déployés sont les commentaires de ces mêmes livres, dont certains spécialistes vont s'attacher à enrichir le contenu à partir des réflexions de l'auteur original. L'étude de la philosophie déborde souvent sur le champ plus large des sciences humaines et sociales. La sociologie, l'ethnologie, l'anthropologie, l'histoire, le droit, voire la psychologie et la psychanalyse. Par sa bibliographie, ses critiques, ses commentaires et les parallèles qui y sont développés, l'ouvrage de philosophe s'insère dans un corpus disciplinaire. C'est ainsi que l'étude de l'édition de la philosophie est inséparable d'un examen panoramique de l'édition des sciences humaines et sociales, dans le sens où ces pôles disciplinaires sont souvent difficiles à discerner. 3. Schématiquement, deux représentations du philosophe, bien que partiellement contradictoires, coexistent dans l'imaginaire sociétal français. Premièrement, se dégage celle du philosophe charismatique, dont les discours font l'aura et la renommée, à l'image de Socrate et de Diogène Laërce. Platon, à la fin de Phèdre, conclut en ce sens à la supériorité de l'oral sur l'écrit. Car après avoir beaucoup appris dans les livres sans recevoir d'enseignement, ils auront l'air d'être très savants et seront la plupart du temps dépourvus de jugement, insupportables de surcroît parce qu'ils auront l'apparence d'être savants sans l'être. Deuxièmement, se distingue celle du philosophe laborieux, qui consacre sa vie à l'écriture de ses réflexions sur le monde et à la recherche de la vérité. Kant en est l'archétype, lui qui ne quitte jamais sa région natale et qui consacre presque tout son temps à l'étude, à la lecture et à l'écriture. Il voue ainsi 11 années à l'écriture de la Critique de la raison pure, 1781, qui est avec les deux autres critiques, Critique de la raison pratique, 1788, et Critique de la faculté de juger, 1790, l'œuvre de sa vie. Cette figure du philosophe appliqué dans la rédaction de sa pensée domine aujourd'hui. Beaucoup considèrent que l'écriture d'une œuvre philosophique, perçue comme incompréhensible et compliquée, est ce qui distingue le philosophe du professeur de philosophie. Jean-Louis Fabiani remarque que déjà à la fin du XIXe siècle, le philosophe qui n'écrit pas ne peut plus prétendre à se faire reconnaître comme l'auteur d'une œuvre. Cette caractéristique s'est probablement renforcée au cours du XXe siècle. En effet, le philosophe qui écrit est celui qui rend sa vérité accessible à un public large. Le fait de passer par l'intermédiaire d'éditeurs et d'engager de l'argent sur ses écrits marquerait le côté universel de sa pensée. Éditer un texte entraînerait une reconnaissance par ses pairs de la qualité de sa réflexion philosophique. Le fait d'éditer sa pensée est aussi une façon de se l'approprier, de se protéger contre le plagiat et le vol. Ainsi, Kant et Fichte se seraient intéressés à la publication de livres afin de tenter de fonder à la fin du XVIIIe siècle un droit de la propriété intellectuelle cohérent, qui permet au philosophe et à son éditeur de contrôler l'utilisation et la diffusion des écrits. 4. Comprendre l'édition de la philosophie et ses évolutions, c'est comprendre le statut de l'intellectuel dans la société, c'est analyser le développement de la pensée et les modalités de sa diffusion au fil du temps. Ce milieu intellectuel se confronte à celui des entreprises privées à but lucratif, dans un secteur de la recherche considéré comme peu rentable, dans le sens où il entraîne peu de profit direct. Ce sont deux conceptions du livre, à la fois contradictoires et complémentaires qui sont exposées ici. Le livre comme objet culturel et comme objet marchand. Si l'approche historique nous apprend que le marché du livre fut toujours semblable à tous les autres marchés, en invoquant la qualité de bien culturel du livre, Fichte préfère mettre en avant la double nature du livre. Nous pouvons distinguer deux choses dans un livre, ce qu'il y a de corporel en lui,
le papier imprimé et ce qu'il a de spirituel. De cette distinction découlent deux fonctions de l'édition. L'édition comme activité de fabrication du livre, le verbe latin edo signifie mettre au monde, et l'édition comme pratique purement intellectuelle et savante de préparation et d'explication critique d'un texte. L'anglais distingue d'ailleurs ces deux acceptions, editing pour l'aspect intellectuel et publishing pour l'aspect industriel et commercial. Entre intérêt économique et préoccupations intellectuelles, l'édition trouve alors son sens dans une politique du livre. Loin d'en rester à la réalité matérielle et technique de l'ouvrage, elle exerce un contrôle, une réflexion sur son contenu, sa signification et sa destination. L'édition donne alors un sens au livre, et c'est ce sens qui va constituer l'angle d'approche de ce livre. La catégorie philosophie n'est pas une catégorie naturelle. Considérer un livre comme étant, ou n'étant pas, un livre de philosophie revient à émettre un jugement de valeur correspondant à la hiérarchie implicite des disciplines universitaires et intellectuelles. La pertinence de cet attribut philosophique, dans l'édition se pose non seulement d'un point de vue économique, mais aussi social. L'effort d'institutionnalisation de la philosophie entrepris par Victor Cousin en France a permis d'imposer une définition assez stricte de ses frontières. Pour s'en convaincre, l'étude des grandes librairies montre le degré d'homogénéité de la philosophie par rapport à celui d'autres disciplines, dont le travail d'institutionnalisation a été moindre, à l'image de la sociologie ou de la psychologie. Cette discipline noble, par ses réflexions et dont les titres prestigieux sont difficiles à acquérir, à l'image de l'agrégation de philosophie, tient une place élevée dans la hiérarchie intellectuelle. L'entrée sur le marché philosophique est donc difficile, aussi bien pour l'auteur que pour l'éditeur. Seul un nombre réduit d'auteurs se passent de titres universitaires prestigieux, comme un passage par l'école normale supérieure, INS, l'agrégation, un doctorat et ou l'obtention d'une chaire dans le supérieur. Cette homogénéité des producteurs et des acheteurs permet aux éditeurs, ou tout au moins à certains d'entre eux, de considérer que la philosophie est une catégorie économique robuste. Certains éditeurs à relativement grand tirage, comme les PUF, ont largement investi dans ce secteur, tandis que la petite maison d'édition Joseph Vrin en a fait sa spécialité. Il y a donc un vécu de ce marché du livre. Tous ces éléments permettent de justifier que nous isolions, au sein de l'édition de la philosophie. Le travail éditorial peut aujourd'hui être décrit à travers 5 missions principales, plus ou moins contrôlées par la maison d'édition. Premièrement, le choix, la sélection ou la commande de texte. Deuxièmement, le financement et la supervision de la fabrication du livre. Troisièmement, l'assurance d'une diffusion de l'ouvrage par des points de vente. Quatrièmement, sa distribution dans ces points de vente. Cinquièmement, la promotion des nouvelles parutions et la communication auprès des médias. C'est surtout à travers les 4 premiers angles d'approche que sera analysée l'évolution du marché éditorial philosophique et du métier d'éditeur. 5. L'étude de l'édition de la philosophie vise à montrer les principales transformations qu'a subies l'édition de la philosophie en France depuis les années 1970. L'édition connaît d'importants bouleversements. Le marché éditorial se concentre, la réduction des coûts et l'augmentation des tirages permettent l'apparition d'un livre bon marché, le livre de poche. Ces mutations ont des répercussions, à la fois sur la façon d'éditer, le métier d'éditeur et le contenu des livres. Depuis une trentaine d'années, l'édition est souvent considérée comme un secteur en crise, sans avenir économique. Les ventes et les parts de marché seraient en baisse, au profit de nouveaux médias tels qu'Internet ou les supports électroniques. 2 écoles s'affrontent en réalité. Si certains relativisent la baisse des ventes, d'autres élaborent des scénarios catastrophes quant à la production du livre, notamment dans le secteur des sciences humaines, qui offrirait moins d'attrait. Cette crise existe-t-elle vraiment ? Dans quel sens doit-elle être comprise et analysée ? Est-elle, au sens historique et économique, une phase grave dans l'évolution des choses, des événements ou des idées ? Le livre de philosophie n'est plus seulement un livre d'érudition spécialisée, comme il l'était auparavant. Selon Roger Poldroy, le livre de philosophie peut se classer en 4 catégories distinctes. Tout d'abord, les travaux de recherche traditionnels centrés sur l'histoire de la philosophie.
Puis d'autres types d'œuvres sont apparus. Les ouvrages de vulgarisation et d'initiation, à usage scolaire ou non. À ces deux catégories peuvent être ajoutés deux autres. Les livres de paraphilosophie, textes, concepts ou méthodes de philosophie transformés en conseils pour vivre, manuels de développement personnel, distraction, etc. Et enfin, les livres protreptiques qui ambitionnent de prédisposer l'esprit à son exercice, de tourner le lecteur vers la philosophie. La première conception du livre de philosophie est amplement dépassée, ce qui soulève des interrogations sur les transformations qu'il a pu subir. 6. Les années 1970 sont des années charnières pour l'édition. La crise économique marque la fin des Trente Glorieuses et, dans le secteur de l'édition, cela se ressent avec l'imposition croissante de critères de rentabilité. La conception du livre comme bien culturel se diffuse, ce qui entraîne une modification des lignes éditoriales, tout autant au sein des petites maisons d'édition spécialisées, qui ont une vision culturelle voire intellectuelle du livre, que dans des entreprises plus généralistes s'engageant dans l'édition de la philosophie. D'autre part, la période post-68 connaît une révolution des mœurs et une transformation de l'accès à la culture. Cela a des conséquences sur l'organisation de l'université et sur les livres de philosophie, écrits par des personnes qui ont pour la plupart participé à ces mouvements en France et à l'étranger. Apparaissent alors les théories de l'enseignement pour tous, et de l'universalité de l'accès à la culture, à l'enseignement et au savoir. C'est dans ce contexte qu'apparaît la collection Critique de la politique, de Miguel Abensour chez Payot et Rivage, sur le modèle d'un anti-textbook à l'américaine. Ce sont aussi des années d'ouverture vers d'autres pensées, comme peuvent le montrer le mouvement maoïste ou encore le début de la traduction des philosophes de l'école de Francfort. L'apparition du livre de poche dans le domaine des sciences humaines et sociales dès les années 1960 accélère le mouvement de simplification d'accès aux livres de philosophie. La confluence de ces diverses transformations conduit l'édition de la philosophie à évoluer considérablement dès cette époque, et ceci dans plusieurs directions plus ou moins contradictoires. Nous limitons l'étude à la France, même si parfois quelques parallèles sont établis avec les pays anglo-saxons ou l'Allemagne. À la fois parce que les sources françaises sont plus aisément accessibles, mais aussi, dans une certaine mesure, parce que la France demeure l'un des creusets de la philosophie contemporaine. 7. Ces différentes évolutions vont être analysées à travers l'évolution globale et les parcours singuliers de quelques maisons d'édition plus ou moins spécialisées dans le domaine de la philosophie. L'intérêt est d'essayer de comprendre comment l'édition de la philosophie, qui semble au premier abord complexe, spécialisée et fragile économiquement, se maintient dans le monde éditorial, qui apparaît globalement de plus en plus menacé. Quelles ont été les principales stratégies d'adaptation de l'édition philosophique, et des maisons d'édition en particulier, face à la variation des paramètres exogènes au cours de la période ? L'imprégnation croissante de logiques de plus en plus libérales dans tous les secteurs de la société, ainsi que la conception du livre comme bien culturel, dont on attend qu'il soit rentable, ont certainement eu un impact sur l'édition de la philosophie. Certains parlent même d'une transformation du métier d'éditeur, allant jusqu'à évoquer une production éditoriale sans éditeur, c'est-à-dire sans un travail d'édition traditionnel. D'autre part, la philosophie se transforme à travers l'université et ceux qui la pilotent, ainsi que par l'attention qui lui est portée aujourd'hui. Depuis les années 1990, un regain d'intérêt apparaît pour cette discipline, qui peut être expliqué par certaines hypothèses et qui, logiquement, va avoir un effet notable sur l'édition de livres de philosophie, autrement dit sur son support de diffusion. Il conviendra alors de réfléchir sur les stratégies des acteurs de l'édition pour répondre à cette demande nouvelle, et surtout, de s'interroger sur la manière dont ils y répondent. 8. Ce travail de recherche s'est décomposé en deux temps qui correspondent à deux approches complémentaires de l'édition de la philosophie. Premièrement, la phase de recherche m'a conduite à aborder l'édition en sciences humaines de manière générale. En effet, peu de recherches ont été menées sur l'édition de la philosophie et aucune n'a été publiée à ce jour. J'ai donc entrepris un travail de mise en perspective de l'édition de sciences humaines et sociales, et de celle de la philosophie. Ce travail était plutôt tourné vers une approche objective,
afin d'apporter des données concrètes et vérifiables sur les éléments que j'ai apportés ultérieurement. Le travail statistique, surtout développé dans la première partie, m'a permis d'avoir certaines bases solides de comparaison pour entreprendre mon étude historique. J'ai utilisé les ressources publiques des maisons d'édition, afin de comprendre leur évolution à travers la présentation de leurs livres au fil des années. Ce travail de recherche achevé, je me suis consacré aux entretiens. J'ai interrogé 14 personnes, dont une par écrit. Les métiers exercés par l'échantillon de personnes interrogées sont divers. Des journalistes, des directeurs de collection, des éditeurs, des traducteurs, des universitaires et professeurs de philosophie, des directeurs de revues ou encore des fonctionnaires d'institutions impliquées dans la publication de la philosophie. L'ensemble des personnes interrogées ont un titre universitaire, le plus souvent en histoire ou en philosophie. Cette approche qualitative de l'édition de la philosophie m'a permis de compléter l'analyse. Confronter ces divers points de vue m'a donné l'opportunité d'avoir une vision plus globale de la question. Le milieu de l'édition est difficilement pénétrable, comme le note Paul Dirixix. Les données sur les maisons d'édition sont relativement difficiles à recueillir et les structures sont souvent peu enclines à les communiquer. Cela constitue un handicap puisque peu d'informations sont disponibles. Les seules sources considérées comme objectives sont celles du Syndicat national de l'édition, SNE, qui lui-même, tout en s'affichant comme un partenaire public, notamment dans le cadre du Salon du Livre de Paris, demeure un cercle patronal très fermé auquel tous les éditeurs n'adhèrent pas. Son caractère public lui assure une place indiscutable sur la scène publique, et c'est ainsi qu'il monopolise la plupart des discours liés au livre et à l'édition. Enfin, les données transmises sont souvent de moindre qualité et ne concernent que les derniers exercices. Une analyse à long terme est assez difficile à mener. 9. Après une réflexion préliminaire sur la nature du livre de philosophie et les raisons pour lesquelles sa conception demande une étude poussée, mon raisonnement s'articulera en 4 parties. Tout d'abord, nous procéderons à une analyse quantitative de l'édition de la philosophie, à travers l'évolution chiffrée de ce milieu éditorial et une analyse de ses acteurs. Puis, nous étudierons les évolutions qui ont touché plus particulièrement les éditeurs classiques de l'édition de la philosophie, ceux qui ont toujours contribué à la recherche philosophique universitaire. Troisièmement, nous verrons plus en détail des cas particuliers de maisons d'édition, un parti pris original qui illustre la manière dont la crise de l'édition et les évolutions depuis les années 1970 ont marqué de différentes manières les éditeurs. Enfin, nous considérerons plus particulièrement les problématiques liées à la traduction de la philosophie, ce qui permettra de voir dans quelle mesure l'édition de la philosophie s'est ouverte aux cultures étrangères. Chapitre préliminaire, qu'est-ce qu'un livre de philosophie ? L'édition de la philosophie est à mettre en lien avec son objet, le livre. Qu'est-ce alors qu'un livre de philosophie ? Quel est le rapport du support livresque avec la pensée philosophique et son enseignement ? Le livre est non seulement l'objet de l'activité éditoriale, mais aussi le support de la pensée, ce par quoi le philosophe peut diffuser son discours sous une autre forme que la transmission orale et directe. Quelle est la force de l'écrit par rapport à la réflexion philosophique, en comparaison avec l'oral ? Que permet l'écrit que ne permet pas l'oral ? 1. Le livre comme support de la pensée. Traditionnellement, le livre est considéré comme un simple support, un réceptacle indifférent de la pensée. Cependant, le livre ne se limite pas à cet aspect matériel. Miguel Abensour et Anne de Coupiec ont dirigé un ouvrage collectif sur la question du livre dans l'œuvre d'Emmanuel Lévinas. Ce dernier désigne le livre comme faisant partie de la formation de l'être puisqu'on y vit la vraie vie qui est absente, mais qui précisément n'est plus utopique. Le livre permettrait ainsi d'exprimer ses pensées afin qu'elles prennent sens. Cependant, cette réalisation reste immatérielle. La pensée n'est toujours pas palpable, même si elle est présente sur le papier, comportant ainsi des défauts étant donné l'impossibilité d'une écriture directe de la pensée. Le philosophe note alors la dimension ontologique du livre dans l'économie de l'humain. Je pense que dans la grande peur du livresque, on sous-estime la référence ontologique de l'humain au livre que l'on prend pour une source d'information,
ou pour un ustensile de l'apprendre, pour un manuel, alors qu'il est une modalité de notre être. En effet, lire, c'est se tenir au-dessus du réalisme ou de la politique, de notre souci de nous-mêmes, sans en venir cependant aux bonnes intentions de nos belles âmes ni à l'idéalité normative de ce qui doit être. Dans ce sens, la Bible serait pour moi le livre par excellence. Le livre est alors, selon Edmond Jabès, cité par Emmanuel Lévinas, un lieu vertigineux parce que, élément du monde, il ouvre à son tour un monde. Le livre n'est donc pas un bien comme un autre pour Emmanuel Lévinas. Il entretient une relation confidentielle et importante avec l'être humain. L'être humain n'est pas seulement au monde, pas seulement in der Welt saint, mais aussi Zumbusch saint en relation avec la parole inspirée, ambiance aussi importante pour existence que les rues, les maisons et les vêtements. On interprète à tort le livre comme Zuhanden, comme ce qui se prête à la main, comme un manuel. Ma relation au livre n'est pas du tout de pur usage, elle n'a pas la même signification que celle que j'entretiens avec le marteau ou le téléphone. Le livre est alors un support de la pensée, distinct mais non indépendant, à l'instar de l'âme et du corps. Unité de l'expression et de l'exprimer, inhérente à l'essence de toutes les unités de compréhension. Quand je lis ce livre, ligne par ligne et page après page, ou que je lis dans ce livre et que je saisis les mots et les phrases, il y a là des choses physiques, le livre est un corps, les pages sont des feuilles de papier, les lignes sont des noircissements. Malgré cette proximité intime entre l'être et le livre, la condition de possibilité originaire du livre reste autrui. La volonté de transmettre, de traduire ou d'interpréter ce que l'autre veut dire et ou ce que l'on veut dire à l'autre, est la principale motivation de l'écriture ou de la lecture. Ces pratiques font alors partie de l'intropathie, terme forgé par Husserl pour désigner tout ce qui se rapporte à autrui. De même, l'écriture et la lecture sont à l'épreuve du temps et de l'espace. Le présent de la lecture est indifférent aux circonstances extérieures, qu'elles soient temporelles ou spatiales. Emmanuel Lévinas amène une réflexion universelle sur le livre afin de le débanaliser et de dépasser sa matérialité pour ne prendre en compte que son essence. Le livre dépasse donc sa vision instrumentale qui servirait à l'information ou la communication, pour amener à une réflexion sur le livre en tant qu'objet de transformation, de traduction, de transmission. Dans l'introduction des textes de Kant et de Fichte qu'il a traduits et annotés, Jocelyn Benoît reprend le terme d'objets investis d'esprit, de Husserl afin de qualifier la catégorie à laquelle appartiennent les livres. Ces derniers sont alors des objets qui n'existent pas par leur simple existence physique, mais qui dans cette existence portent le renvoi à autre chose qu'elle-même. Cela pose alors le problème de la notion de possession du livre. Il y a un gouffre de la possession de l'exemplaire physique, à la possession du livre en tant que tel, et c'est dans cette distance que se tient le droit d'édition, celle qui fait justement que le livre n'est pas simplement un bien réel. Le livre serait alors non seulement un support de la pensée, mais aussi un artisan de celle-ci. 2. La philosophie hors de l'université. L'édition de la philosophie a été influencée par plusieurs institutions et plusieurs mouvements. En effet, l'édition de livres écrits par des philosophes marque symboliquement l'amélioration de la diffusion du savoir, autant au sein de l'université qu'à l'extérieur. Jacques Rancière perçoit certains changements dans la diffusion du savoir depuis les années 1960. L'enseignement traditionnel était diffusé par polycopié et basé sur l'histoire de la philosophie. Les événements de la fin des années 1960 ont provoqué une révolution sur les bancs de l'université. Pendant que les militants de la gauche prolétarienne proclamaient la révolte contre le savoir bourgeois et l'autorité académique, c'est un nouveau type de savoir qui se mettait en place dans la dissémination des universités et dans la spécialisation des filières. Un système moderne de développement des forces productives théoriques qui socialisait le pouvoir des professeurs. La socialisation du pouvoir des professeurs n'était pas seulement subjective, mais se basait aussi sur des instruments objectifs. Les cours polycopiés ne suffisaient plus, il fallait autre chose. Des instruments de production, pas n'importe lesquels, des instruments permettant une certaine maîtrise, tout en maintenant l'interrogation ouverte par la crise de mai sur le terrain du savoir, ce Q'. On pourrait appeler des savoirs techniques critiques, investis dans la positivité du savoir social mais permettant un recul critique vis-à-vis de ces techniques.
Se met en place un système dans lequel des savoirs adaptés répondent à chaque niveau de la hiérarchie du savoir. À mesure que les savoirs sociaux entraient dans le système du savoir universitaire, une scolarisation généralisée des modes de la production et de la consommation culturelle se traduisait notamment sur le marché du livre. L'amélioration du marché du livre, notamment de philosophie, est alors une conséquence des bouleversements sociaux et d'une modification de la conception de l'école et de l'université. Mai 68 aurait alors permis un éclatement du savoir, non plus conscrit à un niveau supérieur mais bien plus universel, avec des instruments multiples ouverts permettant le savoir social et la critique, adaptés à chaque public. Les États généraux de la philosophie se déroulent le 16 et 17 juin 1979 à la Sorbonne. Ils constituent l'aboutissement du groupe de recherche sur l'enseignement philosophique, GREPH, créé par Jacques Derrida en 1974. L'objet de leur recherche est la manière dont était enseignée la philosophie dans les universités et dans le secondaire. L'essentiel de leurs revendications reposait alors sur deux axes. Le décloisonnement de la discipline philosophie dans les établissements d'enseignement et l'extension de son enseignement dans l'enseignement secondaire, voire primaire. Le bien fondé de ces deux grands chantiers est défendu lors de ces 2 journées par Jacques Derrida. Plus le champ de la formation philosophique sera réduit dans ce pays, moins il y aura hors de l'école de compétences critiques. Je ne crains pas le mot de compétence. Et dans le procès que certains viendraient lui faire, il faut savoir que la compétence peut être une arme de résistance, moins il y aura de formation et d'information critique, plus il sera facile de faire passer, voire d'inculquer ce n'importe quoi qui n'est jamais un apostrophe. N'importe quoi. L'édition doit alors permettre l'expression de tous et la diffusion des idées, afin que les opinions puissent à la fois s'exprimer et être diffusées. Ceci est une condition pour qu'un point de vue unique ne s'impose pas dans la société. Afin de jouer son rôle, la philosophie doit, selon Jacques Derrida, non seulement dépasser la répression universitaire qu'elle subit, mais aussi combattre les discours philosophiques qui se constituent comme des objets de légitimation de prise de décision politique. Complémentarité profonde, donc, entre une inqualifiable répression de l'enseignement et de la recherche d'une part, et d'autre part, hors de école, la surexploitation effrénée de signes ou de discours philosophiques dont la faiblesse, la facilité, la commodité sont les plus criantes mais aussi pour les grands décideurs, pour les plus grandes forces décidantes de notre société, les plus recevables, les plus utiles et les plus rassurants. Le livre de philosophie est donc un objet politique, parce qu'il facilite l'accès au savoir et l'expression d'opinions divergentes. L'esprit du Collège international de philosophie, CIPH, créé en 1984, reprend cette volonté de décloisonner la philosophie et de croiser les approches théoriques avec d'autres disciplines. Cette prise de recul par rapport à l'histoire de la discipline philosophique ou à l'étude d'un corpus doit permettre aux chercheurs de collaborer avec toutes les disciplines susceptibles de stimuler la pensée et de renouveler ses schèmes théoriques. Cette volonté de décloisonnement n'est pas seulement disciplinaire, mais aussi internationale. Le dialogue avec des philosophes du monde entier est une des missions du CIPH. Ce mouvement est aujourd'hui visible. La philosophie paraît plus ouverte et connaît divers retentissements au sein de la société. Ce projet influence alors l'édition, qui répond à une offre de plus en plus diverse à mesure que l'ère de la philosophie s'étend dans la société. Les publics se sont multipliés et autant les auteurs, les directeurs de collection que les maisons d'édition y répondent. Des livres différents correspondent aux attentes d'un lycéen, d'un ingénieur ou encore d'un professeur d'université, sans que l'exactitude philosophique et la scientificité ne fassent défaut. Le parallèle est donc visible entre le CIPH et l'édition, les deux voulant se démarquer de l'université, tout en y restant bien implantés de par leurs membres et leurs idées. 3. L'écrivain, le philosophe et l'intellectuel. Le livre de philosophie est écrit par des philosophes, qu'ils soient universitaires ou non. Se pose ici la question de la définition d'un auteur, ainsi que la manière de le distinguer du professeur, du journaliste, etc. Michel Foucault analyse l'apparition de la notion d'auteur comme un moment fort de l'individualisation dans l'histoire des idées, des connaissances, des littératures, dans l'histoire de la philosophie aussi, et celle des sciences. En effet,
Cela permet d'attribuer une pensée à quelqu'un de précis et d'apposer un statut à l'auteur. Ce dernier assure une fonction classificatoire. Un tel nom permet de regrouper un certain nombre de textes, de les délimiter, d'en exclure quelques-uns, de les opposer à d'autres. L'auteur, ainsi individualisé, se singularise par rapport aux autres auteurs dans ces textes. Il acquiert peu à peu un statut juridique, impliquant des droits d'auteur, des règles dans les rapports entre les auteurs et les éditeurs, etc., mais aussi un statut particulier dans la société. Michel Foucault reprend les 4 critères de Saint Jérôme afin de définir la fonction d'auteur pour la critique moderne. Ce dernier doit être constant concernant la valeur de ses œuvres, respecter un champ de cohérence conceptuelle et théorique ainsi qu'une unité historique, et enfin le moment historique doit être défini et permettre la rencontre d'un certain nombre d'événements. Qui écrit des livres de philosophie ? Ce sont des chercheurs, parfois professeurs, parfois encore étudiants, qui publient leurs travaux. Comme les possibilités de publication sont limitées, un livre devient en quelque sorte une reconnaissance du travail effectué. Aujourd'hui, la publication est aussi un outil d'évaluation des chercheurs. La place des philosophes dans les bibliographies universitaires devient un enjeu pour leur carrière, ce qui fait parfois primer la quantité sur la qualité. Les papers demandés par les universités ou les centres d'études imposent une certaine forme, un vocabulaire jargonneux, un nombre de mots précis, etc. Ce travail fastidieux n'encourage pas l'écriture d'essais originaux qui demandent plus de temps. 3 types de publics peuvent être distingués dans l'écriture de la philosophie. Le monde de la recherche pour lire les nouveautés des auteurs et leurs théories, le public de l'enseignement en lien avec la pédagogie, le grand public qui recherche dans la lecture l'instruction et le plaisir. À chaque public correspond une écriture, différente de l'une à l'autre. Sartre, Bergson, Deleuze, Foucault ou encore Lévi-Strauss sont des idéaux de rencontre de ces 3 écritures. Mais cet idéal est loin d'être atteint pour chaque philosophe, qui privilégie un public sur l'autre, parfois aussi sur le fond. Les livres de philosophie qui connaissent un large succès sont souvent ceux qui répondent aux attentes du public plutôt qu'à une exigence de scientificité. Ces livres allient 3 éléments. Une prétention scientifique, de par les diplômes de l'auteur ou son analyse de certains écrits, une clarté et une pédagogie qui lui permettent d'être compris par tous, une volonté de plaire et d'instruire. Ces 3 modalités permettent au livre d'avoir une portée médiatique importante. Ce type de livre, opposé à l'image idéale exposée ci-dessus, est de plus en plus présent depuis l'apparition au début des années 1990 d'une mode de la philosophie. Ce phénomène a conduit des auteurs à écrire des non-livres de philosophie, qui se font pourtant éditer comme tels avec succès. Le plaire l'emporte alors sur la science. Le livre de philosophie se suradapte à la demande, dans une logique marketing. Adapter l'offre à la demande plutôt qu'encourager une offre créée par des philosophes. Les éditeurs ont alors une responsabilité dans le partage et la délimitation du rôle de l'édition de la philosophie et dans la définition du livre de philosophie. Cette évolution est à mettre en relation avec l'apparition d'une catégorie de philosophes, les nouveaux philosophes. Ce courant, incarné par Bernard-Henri Lévy depuis les années 1970 après son éloignement des courants maoïstes, dénonce les États totalitaires et insiste sur la responsabilité des intellectuels dans l'émergence et la survie de ces États. Gilles Deleuze, lors d'un entretien sur ces nouvelles figures, les critique fortement. « Je crois que leur pensée est nulle. Je vois 2 raisons possibles à cette nullité. D'abord, ils procèdent par gros concepts, aussi gros que des dents creuses, la loi, le pouvoir, le maître, le monde, la rébellion, la foi, etc. Ils peuvent faire ainsi des mélanges grotesques, des dualismes sommaires, la loi et le rebelle, le pouvoir et l'ange. En même temps, plus le contenu de pensée est faible, plus le penseur prend d'importance, plus le sujet d'énonciation se donne de l'importance par rapport aux énoncés vides. Ce nouveau discours est relayé par un dispositif médiatique puissant qui s'appuie entre autres sur le pouvoir éditorial qu'a acquis Bernard-Henri Lévy. Selon André Scala, cette façon d'opérer provient d'un renversement dans les rapports entre la presse et le livre. Le journaliste a pris conscience de son pouvoir de créer l'événement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.